Pendant que les particuliers paniquent et vendent, les institutions achètent. Cette phrase de Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, est devenue un classique. Et pour cause, elle résume parfaitement ce qui se passe à chaque fois que Bitcoin connaît une grosse phase de baisse. D'un côté, la peur, le doute et des ventes massives de la part des petits investisseurs. De l'autre, un calme olympien et des achats discrets de la part des gros poissons, les institutions. Alors, pourquoi cette différence ? Pourquoi, quand le marché saigne, certains jettent l'éponge pendant que d'autres remplissent leurs sacs ? Est-ce que les institutions savent quelque chose que nous ignorons ? La réponse est plus simple et beaucoup plus profonde qu'on ne le pense. Et si la vraie question n'était pas « pourquoi le prix baisse ?», mais plutôt « qui est en train d'acheter pendant que tout le monde vend ?» Restez bien jusqu'au bout, car comprendre cette dynamique pourrait changer complètement votre vision de l'investissement. Pour bien comprendre, il faut d'abord accepter une vérité fondamentale. Les marchés financiers ne sont pas rationnels, ils sont purement émotionnels. Pensez-y une seconde. Quand le prix du Bitcoin monte en flèche, quel est le sentiment général ? C'est l'euphorie, l'excitation. On entend partout des histoires de gens qui deviennent riches du jour au lendemain. La peur de rater le train, le fameux FOMO, s'installe. Et c'est souvent à ce moment-là, au pic de l'enthousiasme, que beaucoup de particuliers décident d'acheter, souvent bien trop tard. Et à l'inverse, quand le prix s'effondre, c'est le scénario opposé. La peur prend le dessus. Le doute s'installe. Est-ce que c'était une bulle ? Est-ce que tout va aller à zéro ? Les gros titres des médias deviennent apocalyptiques. Et sous le coup de la panique, beaucoup vendent à perte juste pour stopper l'hémorragie. Ce cycle émotionnel n'est pas nouveau et ne concerne pas que le Bitcoin. Il existe depuis la nuit des temps sur tous les marchés. La majorité des gens n'achètent pas quand le sang coule dans les rues, mais quand la fête bat son plein. Maintenant, revenons à la phrase de CZ. Quand il dit ça, il ne juge pas. Il ne dit pas que les particuliers ont tort et que les institutions ont raison. Il met simplement en lumière une différence fondamentale de comportement et de perspective. D'un côté, les particuliers réagissent souvent de manière épidermique au prix affiché sur leur écran. Ils subissent la volatilité de plein fouet et leur horizon de temps est souvent très court. Quelques jours, quelques semaines, quelques mois au mieux. De l'autre côté, les institutions. Elles ne regardent pas le prix d'aujourd'hui, mais analysent donc des cycles entiers. Elles pensent en années, parfois même en décennies. Leur stratégie n'est pas de faire un coup, mais de construire une position sur le long terme. Elles n'essaient pas de timer le marché parfaitement, d'acheter au point le plus bas à la minute près. Non, leur approche est beaucoup plus méthodique. Elles accumulent progressivement, petit à petit, justement quand la peur domine et que les prix sont attractifs. Elles profitent du pessimisme général pour bâtir leur position. Pour illustrer son propos, CZ fait un parallèle qui est absolument brillant, celui avec l'or. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que l'or est une réserve de valeur, un pilier du système financier mondial. Mais ça n'a pas toujours été le cas. L'or a lui aussi connu des débuts chaotiques. Il a traversé de longues périodes de très forte volatilité. Il a été rejeté, qualifié d'actif spéculatif et a suscité une immense méfiance de la part du grand public et même de certains économistes. Pourtant, pendant toutes ces phases de doute, que se passait-il en coulisses ? Discrètement, les banques centrales et les États ont commencé à en accumuler. Lentement mais sûrement, ils ont renforcé leurs réserves. Et avec le temps, la perception du grand public a fini par changer radicalement. L'or est passé du statut de métal barbare à celui de valeur refuge ultime. Ce que CZ suggère, c'est que Bitcoin pourrait suivre un chemin très similaire. D'abord, un rejet initial par l'establishment, ensuite des cycles de peur et d'euphorie extrême. Puis, une phase d'accumulation discrète par les institutions. Et enfin, un changement progressif de son statut dans le système financier global. Et cette accumulation institutionnelle, ce n'est plus une simple théorie, c'est une réalité que l'on observe aujourd'hui. Bitcoin n'est plus l'actif de niche qu'il était il y a 10 ans, réservé à quelques passionnés de technologie. Regardez ce qui se passe. On a maintenant des ETF Bitcoin au comptant, approuvés par les régulateurs les plus stricts du monde. Cela permet à des millions de personnes et d'entreprises d'investir dans le Bitcoin aussi simplement que s'ils achetaient une action.
On voit aussi des fonds d'investissement gigantesques, des gestionnaires de fortune qui intègrent désormais le Bitcoin dans leur portefeuille. Ces acteurs-là, croyez-moi, ils ne fonctionnent pas à l'émotion. Ils ne suivent pas les modes sur les réseaux sociaux. Ils ont des armées d'analystes, des modèles de risque sophistiqués et des stratégies à très long terme. Ils n'entrent pas sur le marché quand tout le monde est euphorique. Ils cherchent des points d'entrée stratégiques, souvent lorsque la volatilité est élevée et que le sentiment général est au plus bas. Ils ne cherchent pas le buzz, ils cherchent une exposition calculée à un actif qu'ils considèrent comme potentiellement révolutionnaire. Alors, quelle est la différence clé entre le particulier et l'institution ? Ce n'est pas l'accès à l'information. Aujourd'hui, avec Internet, tout le monde a accès plus ou moins aux mêmes données. La vraie différence, c'est la gestion du temps et de l'émotion. Le particulier veut souvent des résultats rapides, il est effrayé par les baisses et prend des décisions sous le coup du stress. L'institution, elle, accepte la lenteur du processus. Elle intègre les cycles de baisse comme une partie normale du jeu, elle profite de ces cycles pour accumuler patiemment. Attention, cela ne veut pas dire que les institutions ont toujours raison ou qu'elles sont infaillibles. Elles peuvent aussi se tromper, mais leur approche méthodique et leur horizon de temps long leur donnent un avantage psychologique énorme. Elles ne sont pas dans une course, mais dans un marathon. Ce qui nous amène à la question la plus importante. La question n'est pas « est-ce que le Bitcoin va remonter demain ou la semaine prochaine ?» Personne n'a de boule de cristal. La vraie question, la question de fond, c'est quel rôle le Bitcoin est-il en train de prendre dans le système financier mondial ? Est-il juste un actif spéculatif de plus, une sorte de ticket de loterie numérique, ou est-il en train de devenir une véritable réserve de valeur alternative ? Un or numérique, comme certains l'appellent, le marché est encore en train de décider. Nous sommes les témoins de ce processus en temps réel. Bien sûr, il est absolument essentiel de rester lucide et prudent. Rien n'est jamais garanti en investissement. Le Bitcoin reste un actif extrêmement volatile. Ses performances passées ne préjugent en rien de ses performances futures. Et même les plus grandes institutions peuvent faire des erreurs de jugement. Cette vidéo n'est absolument pas un conseil financier. C'est une analyse de comportement, un décryptage des dynamiques de marché pour vous aider à prendre du recul. Comprendre les cycles n'élimine pas le risque, mais ça aide à ne pas céder à la panique à la première tempête. En conclusion, ce que la phrase de CZ nous apprend, c'est qu'à chaque cycle de marché, l'histoire semble se répéter. La peur pousse la majorité à vendre, souvent au pire moment, tandis que la patience et une vision à long terme permettent à une minorité d'accumuler à bon prix. CZ ne prédit pas l'avenir de Bitcoin, il décrit simplement un schéma psychologique et comportemental qui a été observé maintes et maintes fois dans l'histoire des marchés financiers. Et tout comme pour l'or il y a des décennies, le temps sera finalement le seul juge du statut que prendra le Bitcoin. Si cette analyse vous a aidé à voir plus clair et à mieux comprendre ce qui se joue vraiment derrière les fluctuations de prix du Bitcoin, un petit like fait toujours plaisir. Ça soutient énormément la chaîne. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Et vous aurez aussi accès chaque jour à notre journal crypto. Un journal court mais précis qui va à l'essentiel de l'actualité crypto en moins de 10 minutes. Ici, on ne suit pas le bruit et l'agitation du quotidien. On essaye de comprendre les grandes tendances et les cycles de fond. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Crypto Info.